Depuis 2017 et encore plus depuis un an et demi avec la montée en puissance de la finance décentralisée sur Ethereum et sur les autres chaînes, les stablecoins prennent de plus en plus de place dans l'écosystème des crypto-monnaies. Ces cryptos qui nous protègent de la volatilité du marché en répliquant le cours du dollar fleurissent sous de nombreuses formes. On connaît bien évidemment depuis toujours l'USDT, Tether, qui bat un petit peu en retrait par rapport à l'USDC, par rapport au DAI et à d'autres formes de stablecoins. Et c'est tout le sujet du jour, les stablecoins algorithmiques, une nouvelle manière de stabiliser les prix, une nouvelle manière d'émettre des stablecoins justement qui ne sont pas adossés à des devises. On va voir ensemble comment ça fonctionne et avec Token Brice qui est notre invité sur cette vidéo afin de comprendre un petit peu le fonctionnement de ces stablecoins algorithmiques. C'est une vidéo qui est en écho à la série qui sort tous les dimanches sur Cryptost, qui traite de l'euro numérique de banque centrale et donc les stablecoins algorithmiques. On en parle beaucoup dans cette série parce que c'est une alternative qui est peut-être moins menacée par la régulation. On va voir pourquoi, on va voir comment, et en tout cas qui s'inscrit donc dans cette dynamique liée à la série sur l'euro numérique de banque centrale que je vous invite à regarder. Je vous mets ça dans la description. Vous connaissez sans doute le Tether, l'USDT de Tether juste ici avec 70 000 dollars de capitalisation, cinquième au classement des crypto-monnaies les plus capitalisées sur CoinGecko, ou l'USDC de Circle qui est 9e juste ici. J'ai un peu mal à la gorge, excusez-moi, ça doit un petit peu s'entendre. Ces deux crypto-monnaies stablecoin sont garanties par le même fonctionnement, c'est-à-dire que pour l'USDT, d'ailleurs, il y a eu pendant de très nombreuses années un FUD Tether. On en a aussi fait un article ici. Et si l'effondrement de l'USDT était une bonne nouvelle pour la DeFi, parce que on accusait, l'écosystème accusait parfois Tether de ne pas avoir assez de dollars ou en tout cas d'équivalent dans ses comptes en banque pour garantir la solvabilité de l'entreprise et donc la parité avec le dollar pour faire très simple. Parce que donc, comment Tether et Circle garantissent que l'USDT et l'USDC valent bien 1 dollar, comme c'est affiché ici? Eh bien parce que à chaque USDT, USDC émis sur la blockchain, eh bien il y a un réel dollar ou équivalent dollar grâce à des paniers de devises, grâce à toute autre manière de garantir cette parité. Mais voilà, dans les comptes en banque, en gros, pour 1 dollar dans les comptes en banque, il y a un USDT ou un USDC. Voilà comment c'est garanti assez simplement. Mais dans cette catégorie de stablecoin qui est donc backée par du vrai dollar, il y a un intermédiaire, la société Tether ou la société Circle, et ils ont la capacité, la possibilité de geler des fonds et toute autre chose que l'écosystème des crypto-monnaies, avec justement les crypto-monnaies, essaye de limiter les intermédiaires, limiter la centralisation. Donc avec Tether USDC, Circle et Tether, donc il y a ce compromis qui est fait lié à une centralisation avec un compte en banque et une entreprise qui est capable de garantir à tout moment, certes, mais aussi peut-être de faire faillite et d'entraîner toute une vague d'effondrement des cours des crypto-monnaies, parce que si Tether avec 70 milliards n'est plus solvable, ça va bouger un petit peu, mais aussi la capacité de geler des fonds et de faire toute autre chose liée à la centralisation d'une crypto-monnaie. Voilà pour le premier type de stablecoin. Le deuxième type de stablecoin que vous connaissez sûrement, qui n'est pas garanti par un vrai dollar dans les comptes en banque des sociétés pour un USDT ou USDC émis par exemple, c'est d'ailleurs aussi le cas pour le BUSD de Binance, eh bien c'est le DAI de MakerDAO qui est ici 31 au classement des crypto-monnaies les plus capitalisées avec presque 7 milliards de dollars de capitalisation. C'est MakerDAO qui est derrière tout ça. On en a fait une fiche que je vous mets dans la description de la vidéo sur comment fonctionne le DAI de MakerDAO. Chez MakerDAO, puisque c'est un protocole de la finance décentralisée, de la DeFi, il n'y a pas d'entité centralisée qui peut aller ouvrir un compte en banque dans une banque afin d'avoir le même système d'émission que Circle et Tether, c'est-à-dire 1 dollar dans les comptes de MakerDAO égale 1 DAI. C'est une autre manière de sécuriser les prix, de s'assurer de la stabilité du DAI, puisque l'objectif du DAI, c'est comme l'USDC et l'USDT, d'avoir une parité parfaite ou presque parfaite avec 1 dollar américain pour un DAI.
Comment ça fonctionne? Pour le coup, on va prendre un exemple assez simple et on va creuser un tout petit peu plus, juste après. Prenons Bob qui souhaite faire un emprunt d'une centaine de DAI. Il met donc en garantie un nombre supérieur d'Ether, supérieur à 100 DAI, supérieur à ce qu'il veut créer. Et c'est là où tout se joue dans la surcollatéralisation des prêts. Il reçoit donc ses DAI sur son adresse Ethereum et en jouit à sa guise. Il décide au bout de 6 mois de récupérer ses Ethers, rembourse les 100 DAI et paie des frais afin de récupérer ses Ethers. C'est là-dessus que tout se joue sur le protocole Maker DAO. Pour garantir sa solvabilité, eh bien, il faut surcollatéraliser les DAI que l'on souhaite créer. Et là, c'est un petit peu le même fonctionnement que sur AAV si vous avez l'habitude de fréquenter les protocoles de la finance décentralisée. Si vous souhaitez créer 8000 dollars en équivalent DAI donc sur MakerDAO, eh bien vous allez devoir apporter l'équivalent de 10 000 dollars d'Ether par exemple pour ouvrir votre CDP et jouir de vos 8000 dollars. Et si jamais il y a un mouvement de marché à la baisse et que les 10 000 dollars que vous avez apportés en équivalent Ether ne suffisent plus à garantir votre position, eh bien elle sera liquidée. C'est comme ça que MakerDAO s'assure de la solvabilité de son protocole et pour ce qui est donc en bout de chaîne de la stabilité entre le dollar et le DAI. Et puis après, il y a d'autres mécanismes qui rentrent en jeu pour justement s'assurer que la stabilisation du prix du DAI corresponde bien à 1 dollar pour un DAI. Et là, c'est assez classiquement de l'arbitrage qui peut rentrer en jeu et d'autres systèmes que je vous laisserai découvrir grâce à cette fiche explicative dans la description de la vidéo. Voilà donc pour la présentation de ces deux grandes familles de stablecoins qui fonctionnent aujourd'hui, l'USDT et l'USDC, donc garantis par un vrai dollar dans les comptes en banque des sociétés qui les émettent, le DAI garanti par surcollatéralisation, et puis donc depuis fin 2020, il y a une nouvelle manière d'émettre des stablecoins, une nouvelle manière de garantir leur stabilité, c'est les stablecoins algorithmiques qui montent en puissance. Là aussi, dans l'intérêt du public, avec peut-être en explication les monnaies numériques de banque centrale, ces fameuses MNBC, on en parlait en introduction, puisque dans ce cadre-là, la régulation pourrait être un petit peu plus agressive sur les stablecoins et les entités qui les émettent. Et dans le cadre des justement stablecoin algorithmique, eh bien l'émission, ça serait un smart contract, un protocole qui émet sans l'intervention de personnes et sans collatéralisation nécessaire des nouveaux stablecoins avec une valeur qui doit être garantie à 1 dollar. Alors c'est un petit peu complexe. Comment ça fonctionne? Comment on garantit que ça vaut bien 1 dollar s'il n'y a pas de collatéralisation, ni de surcollatéralisation, ni d'intervention humaine, ni de dollars backés dans les comptes en banque? C'est ce qu'on va voir avec Token Brice. Merci Brice de nous rejoindre sur ce format. Est-ce que pour démarrer, assez simplement, tu peux nous expliquer ce que c'est un stablecoin algorithmique, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on entend par algorithmique? Parce qu'il y a beaucoup de sens et un peu de confusion à ce niveau-là. Et ça couvre une range, un champ de réalité assez vaste, quoi, concrètement à l'heure Ouais. d'aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui vont appeler algorithmique un truc qui maintenant est à 0,04 dollars alors qu'il est censé être stable dollar. Et de l'autre côté, par exemple, Frax, qui lui, par contre, est bien à 1 dollar, est partiellement algorithmique. Donc, tu vois, c'est deux mondes, quoi. Et donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a un peu trois sens au fond à cette dimension algorithmique. C'est quand moi j'en parle par exemple sur ma chaîne, moi je fais référence en fait au type de collatéral utilisé par le stablecoin. Et dans ce cas-là, algorithmique, ça signifie qu'une partie du stablecoin, voire la totalité, comme c'est le cas avec les ESD, DSD qui ont un peu explosé, disons, et en fait pas backé par, qui n'est pas garanti par aucun type de fonds, que ce soit des stablecoins de l'Ether ou d'autres, mais est garanti en réalité par des maths, en fait, par un système qui équilibre tout ça, mais qui n'a pas les fonds correspondant au stablecoin émis. Ou alors c'est une part, comme c'est le cas sur Frax, où par exemple, il y a une part algorithmique dans Frax. Donc là, c'est quand on réfléchit en type de collatéral. C'est un peu la définition technique. Mais je pense qu'il y a aussi un peu une définition plus large qui est quand les gens disent algorithmique, ils entendent en gros tout ce qui se cache derrière les algorithmes, un système qui va prendre des décisions de manière plus ou moins autonome.
Donc vraiment plus sur comment fonctionne le système que qu'est-ce qui garantit ton stablecoin. Le truc avec ça, c'est que, en fait, encore une fois, c'est très, très large, quoi, du coup. Parce que, par exemple, quelque chose comme RAI, dont on va peut-être parler, pourrait être qualifié d'algorithmique à ce sens. Alors, attention, un RAI est surcollatéralisé. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'Ether en garantie que de RAI en valeur émise. Mais il a une part du système qui est autonome, dans le sens où il y a différents paramètres qui vont s'adapter en fonction du prix de RAI sur le marché pour faire varier les incitations du système. Donc voilà, c'est un peu de quoi on parle quoi, déjà quand on parle de ça. Et pour finir, il y a peut-être aussi juste des choses plus exotiques, disons, qui ne sont même pas des stablecoins, mais qui ont quand même cette approche algorithmique, ou en tout cas en partie. Et là, on pourrait faire rentrer des choses comme le Olympus Home dans cette définition-là, puisqu'on se retrouve encore une fois un peu dans un cas similaire au rail, dans le sens où pas du tout au niveau du type de collatéral ou quoi que ce soit, hein, c'est des projets complètement différents, mais dans le sens où dans les deux cas, on a un système relativement autonome qui a différents paramètres qu'il peut ajuster et ça va créer des incitations pour les utilisateurs de ce système à faire différentes choses et à arriver à une forme d'équilibre. Ouais, merci pour cette petite définition, mais on en a vu passer des stablecoins algorithmiques depuis décembre. On en a vu proposer des rendements d'ailleurs très intéressants pour ceux qui apportaient de la liquidité. Et puis on en a vu, pour la plupart, s'effondrer en dessous d'1 dollar, quelques centimes, dizaines de centimes pour ceux qui ont pris le moins cher. Pourquoi ces stablecoins algorithmiques aujourd'hui n'arrivent pas à tenir leur peg, à tenir leur promesse de rester à 1 dollar? Il faut comprendre que les problèmes de PEG, en fait, avec ces stablecoins, bon, à l'heure d'aujourd'hui, on les voit dans des quelques centimes, donc on se dit qu'ils ne tiennent pas leur PEG dans ce sens-là, mais ils ont eu aussi toute une partie de leur vie où ils ne tenaient pas le PEG dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils étaient à 3, 4, 5 dollars, parce que, en fait, euh, les mécanismes d'incitation qu'il y avait faisaient qu'il y avait des gens qui étaient prêts à les acheter à, mettons, 2 dollars, parce que le rendement était tel que, OK, ils payaient a priori un truc qui vaut 1 dollar, 2 dollars, mais ils gagnaient tellement de l'émission journalière qu'il y avait que potentiellement, ils pouvaient rentrer dans leurs frais et gagner de l'argent, et ainsi de suite. Donc là, je vous montre ESD, qui a sans doute été le plus connu. On va essayer de le prendre à un moment où il avait quand même son heure de gloire. Donc voilà, ça montre bien la courbe sur un an. Je pense qu'on a à peu près tout. Donc vous voyez, bon, ça partait à peu près d'1 dollar. Il y a eu des phases largement au-dessus quand même, et une phase quand même soutenue au-dessus, parce que là c'était le début du protocole. Il y avait beaucoup d'émissions, c'était très intéressant d'être verrouillé. Mais après, évidemment, avec autant d'émissions, et ben, il y a eu beaucoup de pression baissière. Et les mécanismes qui étaient envisagés initialement pour tenir le stablecoin dans ces situations, notamment des mécanismes de bonding, en fait, ils s'avéraient, en termes de game theory, ils n'ont pas tenu la route. C'est-à-dire que les gens ne rentrent pas dans ces mécanismes incitatifs et il y avait plein de manières de les détourner. Euh, et du coup, il se passe ce qui se passe, comme vous voyez, une lente mort. C'est ça. Et le truc, c'est que après, il y a des mécanismes de verrouillage, c'est-à-dire que quand c'est au-dessus d'1 dollar, il faut être verrouillé dans les DAO avec différentes périodes d'engagement et qui permettaient du coup d'avoir accès à une partie des nouveaux stablecoins qui étaient produits. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'était pas assez dynamique, disons, c'était trop indirect. Et en fait, il y avait une forte période de grosse production avec accumulation, puis après, tout aussi conséquent. Et ouais, comme je te disais, le mécanisme en fait des bandes, euh, c'était pour le mettre simplement une forme de pari. Euh, je suis prêt à prendre le pari que le stablecoin va revenir légèrement au-dessus d'1 dollar et donc que je vais pouvoir rentrer dans mes frais. Mais en fait, le truc, c'est que il y avait deux problèmes à ça. C'est déjà, généralement, ils étaient tous mis avec, par exemple, il revient à 1,01 ou 1,02. Et donc, en réalité, c'était très dur de se retrouver dans une situation où on était en mesure de pouvoir réclamer son fameux band. Euh, le deuxième problème, c'est qu'ils venaient tous avec des premiums assez conséquents, c'est-à-dire que les gens, ils brûlaient, par exemple, je sais pas moi, 10 000 DSD, et ça leur donnait potentiellement accès à 15 000 DSD s'ils revenaient au dollar et qu'ils réclamaient leur bond dans la situation. Mais donc, vous voyez bien que en résolvant le problème a priori, ça recrée une grosse pression baissière. Et donc, en fait, ça
ça marche pas. Et enfin, le troisième problème aussi qui était aussi, au final, qui s'est observé sur les derniers systèmes, c'est que même si le système marche en soi d'incitation, pourquoi je devrais rentrer dans ton système plutôt que de juste parier sur le coin? Parce que là, tu es en train de me dire que tu as un truc qui, en gros, est mathématiquement fait pour revenir à 1, a priori, si ton truc marche. Donc, en fait, moi, je ne me prends pas la tête, j'attends que ton truc il soit bien massacré, et quand je le vois à 20 centimes, par exemple, j'achète. Et puis quand je le... Voilà, et a priori, il va revenir au dollar. Et du coup, je sais pas, en fonction de mon appétit au risque, je te le rebazarde à 80 centimes, 90 centimes, 95 centimes. J'essaie de le bazarder avant 1 dollar, évidemment, pour éviter toute la qui arrive. Et du coup, ça, vous voyez bien qu'en fait, c'est des gens qui un peu front-runnent le mécanisme du système et du coup empêchent le retour au dollar, en fait. Puisque ils sont, comme ils sont rentrés bien plus bas, ils n'ont pas de problème, en fait, à sortir à 0,75, à 0,80, 0,85, tous les points un peu avant le dollar, quoi. Et c'est stablecoin algorithmique, et c'est pour ça que la vidéo sort aujourd'hui dans le cadre, on le disait là aussi en introduction, de cette série de podcasts sur les MNBC. Ça serait, a priori, la famille de stablecoin, peut-être aujourd'hui la plus résistante à la censure et la plus résistante à la régulation. Est-ce que c'est vrai et pourquoi, si c'est vrai? En fait, ça dépend. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ceux collatéralisés, ça dépend par quoi ils sont collatéralisés. S'ils sont collatéralisés, par exemple, que par de l'Ether, alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas de compromis qui est fait au niveau de la collatéralisation, puisqu'on reste sur un actif incensurable, voilà, sécurisé par les Ethereum, et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson. Donc, voilà. Mais après, oui, c'est vrai que potentiellement, les algorithmiques, comme ils évitent d'avoir besoin de collatéral, si on est dans une approche totalement algorithmique, ils évitent donc le problème typique de Maker, Frax et d'autres, qui est l'excès de collatéral centralisé, stablecoin centralisé en tant que collatéral dans le stablecoin, qui du coup rend le projet intéressant à certains niveaux, mais plus intéressant au niveau de la résistance à la censure et de la décentralisation, puisqu'il est en majorité garanti par un stablecoin lui-même nécessitant de la confiance et prône à la censure et à freezing et différentes choses qu'il y a dans les contrats USDC, USDT et autres stablecoins centralisés. Et sur la base de ce qu'on a vu en introduction sur l'USDC, l'USDT, le DAI, et sur les stablecoins algorithmiques, en partie ou totalement, qu'on a pu voir ensemble, est-ce que tu pourrais nous dire les stablecoins que tu utilises le plus et ceux en quels tu crois le plus? Ouais, ouais. Alors, bon, j'ai fait même une tier list de stablecoins il n'y a pas si longtemps, donc je n'ai pas de problème à partager mes préférences. Mais c'est assez clair si vous me suivez. Donc, c'est plutôt. Moi, il y a deux approches qui m'intéressent, au plus haut niveau, disons, que je mettrais en haut de la tier list, donc, qui sont, comme on en parlait, l'equity, outre sa capital efficiency et ce qui permet en termes de leverage de l'Ether, il crée aussi le stablecoin LUSD, et qui lui a le mérite d'être toujours le seul à ce jour qui n'a pas de gouvernance en fait. Il n'y a pas de fonction administrative sur le contrat de l'equity. Et donc on a un stablecoin qui vraiment n'a pas de vecteur d'attaque à ce niveau-là. Et c'est une dimension intéressante, surtout au niveau d'un stablecoin et d'un protocole comme l'equity. Et après, il y a l'autre versant de ça, qui est un stablecoin qui n'est donc pas encore sans gouvernance et donc pas encore totalement inarrêtable, mais qui innove à un autre niveau, qui est donc le rail de réflexeur. Et là, pour les curieux, j'ai un marathon qui vient de sortir là-dessus de 2 heures et un article, donc vous avez de quoi faire. Mais la principale innovation du rail étant que lui, il cherche plutôt à s'extraire de la référence au dollar à terme, et aussi du coup à arriver à ce format de gouvernance minimisée pour réduire les risques à ce niveau-là. Et donc, il ne vaut pas 1 dollar comme la plupart de ses confrères, mais il est plutôt aux alentours de 3,04, 3,05 et tout aussi intéressant. Et après, oui, il y a des approches un peu entre les deux, quoi, qui sont donc alors, il y a des approches aussi déjà plus assez saines au niveau du collatéral qu'il faut quand même mentionner. Des choses comme Fay, par exemple, donc qui a eu des débuts un peu secoués, mais qui maintenant commence à trouver son créneau et qui reste de mémoire à 75% collatéralisé par de l'Ether sous différentes formes. Donc voilà, un peu plus sain que ce qu'on peut avoir côté Maker, par exemple, et qui a toute cette dimension de le protocole contrôle sa liquidité.
Et donc, ça aussi, ça apporte certaines garanties en termes de la liquidité disponible sur le stablecoin fait. Et puis après, en descendant donc un peu encore les échelons, on arrive donc sur des trucs comme qui sont innovants et qui sont intéressants. Hein, mais donc, on parle juste en termes de. Je ne juge pas les projets, hein, je ne me permettrai pas. Je juge enfin, je juge pas, j'explicite le degré de résistance à la censure, ce qu'on appellerait la trustlessness de ces différentes approches. Et donc, en descendant un peu donc, vers moins de trustlessness, vers donc, un truc qui est potentiellement plus censurable, on arrive sur des approches qui ont des vertus, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, ont le problème un peu fondamental qu'en point d'entrée du système, il y a uniquement ou en très grande majorité de l'USDC ou autres collatéraux centralisés comme USDT. Mais il ne faut pas oublier aussi, par exemple, Wrap Bitcoin, qui s'appuie sur un intermédiaire de confiance, et il y en a plein d'autres. Les Real World Assets chez Maker, par exemple, et des choses comme ça. Et donc, si on est dans une situation où, mettons, c'est à vous de fixer la limite, en fait, avec ce à quoi vous êtes confortable, mais mettons 50-60% des actifs qui sécurisent le stablecoin nécessitent de la confiance, alors il y a une potentialité à ce niveau-là qu'un jour, il y ait différentes actions qui aient lieu, que ce soit à cause de raisons légales ou autres, et donc c'est un risque à prendre en compte. Mais donc là, c'est Frax et Maker, où donc sur Frax, il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure, cette dimension partiellement algorithmique qui est aux alentours de 15-20%, je crois. Et le reste qui est quand même donc majoritairement de l'USDC sous différentes formes. Ils le mettent un peu partout en DeFi, chez Yearn, chez Aave, chez Compound, des choses comme ça. Mais ça reste essentiellement de l'USDC. Et puis, oui, après, il y en a beaucoup en fait. C'est vrai que c'est assez dynamique en ce moment. Mais il y a donc aussi les choses comme le mime de Abracadabra. Mais là, on est déjà sur un système de base assez permissif, assez permissionné, disons, dans le sens où les mimes sont créés par la multisig toutes les semaines et distribués aux différents vaults. Donc, vous voyez, c'est pas non plus un truc comme Maker, disons, à ce niveau-là, par exemple, ou comme Réflexeur, c'est pas un truc autonome. Après, on revient sur la question, qu'est-ce qui garantit dans stablecoin? Donc là, la donnée, elle est un peu plus dispersée parce qu'ils sont sur 3-4 chaînes et il y a plein de trucs. Mais voilà, on va retrouver encore, il y a de l'USDC dans l'histoire, il y a de l'USDT aussi. Il y a quand même aussi une bonne partie de, par exemple, je crois que un de leurs chaudrons, comme ils les appellent, les plus populaires, c'est le token LP STI Curve. Donc voilà, essentiellement de l'IS, mais avec quand même plusieurs niveaux de risque. Donc c'est vraiment comprendre un peu tout ça pour savoir à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on peut espérer de son stable, quoi. Et c'est amusant parce que ça soit ces stablecoins algorithmiques pour la plupart, en partie ou totalement, que ça soit le DAI avec MakerDAO ou l'USDC, l'USDT par définition qui sont garantis par un vrai dollar en compte dans les comptes en banque des sociétés, on recherche toujours la parité avec le dollar dans un écosystème où on essaye de tout révolutionner. C'est quand même un peu amusant d'être si proche du dollar avec la proximité avec l'économie américaine, l'inflation et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'il n'y a pas justement des projets qui cherchent à avoir une parité différente d'une monnaie fiduciaire comme le dollar et un nouvel étalon? Oui, il y a un peu deux niveaux de cette libération du dollar, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a le niveau vraiment pour faire simple, économique, donc qui est plus inquiet de l'inflation et donc en fait de trouver quelque chose qui va préserver une valeur stable dans le temps, à horizon 15, 20, 30, 50 ans. Je vous rappelle que vous regardez le dollar, voilà, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je crois qu'un dollar de 1950, c'est 7, 8 dollars aujourd'hui, avec l'inflation prise en compte. Voilà, à peu près quelque chose comme ça. Donc là, à ce niveau-là, il faut aussi rappeler j'ai envie de dire, des initiatives un peu plus antérieures, comme par exemple Force, qui avait quand même une réflexion au niveau qui lui vise le dollar toujours, mais vise un dollar qui prend en compte l'inflation et qui est donc un dollar, ils font un peu une pause dans le temps, si vous voulez. Ils ont pris le dollar de 2019 et ils l'ajustent pour l'inflation à partir de là, pour essayer d'avoir quelque chose qui vraiment garde sa valeur à long terme. Alors à voir, bien sûr, il va falloir un échantillon de 5, 10, 15, 20, 30 ans pour voir si la promesse se tient. Mais oui, donc comme tu le disais, il y a d'autres approches, et notamment moi, celle qui m'enthousiasme beaucoup, c'est celle de réflexeur RAI, où là, on est vraiment dans une approche de se séparer de la référence
$1 et chercher une forme de stabilité par un autre moyen. Alors ça reste quand même lié de certaine manière au dollar, parce que par exemple, les principales paires de liquidités, il y en a contre l'Ether, bien sûr, mais il y en a aussi contre les autres stablecoins comme DAI et USDC, parce que les gens, ils, mine de rien, quand ils veulent du RAI, eh ben, ils vont en acquérir probablement, potentiellement, avec leurs autres stablecoins. Donc, il faut aussi avoir des formes de portail pour vendre les deux mondes. Mais oui, ça a le mérite que donc, du coup, la référence en elle-même et par rapport à l'Ether, et, et donc, pareil, à voir comment ça va se comporter sur plusieurs années, hein. Le système a 6 mois, peut-être un peu plus maintenant, mais ça reste quand même assez récent. Excellent. Merci beaucoup, Brice, d'être venu apporter ton expertise au sujet des stablecoins algorithmiques. Je vous mets dans la description le lien de l'article de Token Brice, justement, sur son blog à ce sujet. Mais bon, vous l'aurez compris, les stablecoins algorithmiques ont un fonctionnement de stabilité un petit peu différent de ce qu'on a vu au début. Si jamais le prix du token est au-dessus de 1, eh bien, il y a émission importante par le protocole pour essayer de le ramener à 1 $. Et si jamais c'est en dessous d'1 $, eh bien, il y a eu une incitation à ceux qui possèdent ce stablecoin à le brûler pour récupérer un coupon avec une petite prime qui est échangeable le jour où le stablecoin algorithmique revient à son prix d'origine, donc de 1 $. Nouvelle manière de stabiliser les prix qui intéresse beaucoup l'écosystème. Vous l'aurez compris, et justement, je vous invite à écouter notre série de podcasts qui est en cours et qui sort tous les dimanches sur l'euro numérique de Banque Centrale et les MNBC au global. On a pu discuter avec un historien il y a 2 semaines. La semaine dernière, avec la Banque de France, on a justement discuté de ces stablecoins et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et dimanche, c'est avec l'avocat Matsukinu qui nous apporte sa vision et les grands changements de cet euro numérique de Banque Centrale. Et on parle également des stablecoin algorithmique et vous comprendrez donc de quoi on parle lorsque vous écouterez cette série. Merci beaucoup de l'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à nous poser vos questions sur les stablecoins au global, sur des points que vous n'avez pas compris des stablecoins algorithmiques. On se fera un plaisir d'y répondre. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.